Bonjour, c'est Cryptoï, j'espère que vous allez bien en ce samedi 2 décembre 2023. Et oui, on se dirige doucement vers la fin de l'année. Et aujourd'hui, on va parler macroéconomie, on va parler BTC, on va parler time frame et l'importance de remettre en question ces biais sur les différents time frames parce qu'on peut avoir des biais différents en fonction de la time frame où on est. Et c'est ça qui est important et on va revenir sur tout ça ensemble. Pour rappel, vous avez toujours la possibilité d'avoir accès gratuitement au parcours pédagogique, qui est une formation de 60 heures d'une valeur de 400 € qui vous permet d'apprendre la blockchain, la crypto, l'investissement, l'analyse technique, le trading, tout pour devenir rentable, à travers 130 vidéos, 400 pages de guide, des quiz pour savoir où vous en êtes dans votre progression, et le tout gratuitement. Pour avoir accès à cette formation à vie, il suffit d'utiliser la plateforme d'un de nos partenaires. Tout est expliqué en commentaire et en description. On va commencer par la grosse nouvelle de cette semaine qui a été clairement ici le PIB US qui a été à 5,2 versus les 4,9 qui étaient attendus. Alors, vous savez qu'on allait avoir un beau PIB, clairement je m'attendais pas à un 5,2, je m'attendais peut-être à un 5 ou un 5,1, 5,2 c'est quand même assez fort, et on voit bien qu'on a bien cette démarche dans laquelle on était sur courant 2022, début 2023, sur une démarche assez baissière, assez forte, avec derrière des grosses périodes négatives courant 2022, et là on a un break qui est effectué, ce qui est plutôt positif, et en tout cas qui redonne le sourire à beaucoup de personnes et qui correspond un petit peu à ce que l'on a actuellement, est-ce que l'on a ici, d'accord? Il faut bien comprendre que quand on va regarder par trimestre, et c'est là où ça va être très intéressant, c'est normal qu'on ait un très très beau trimestre, vu l'accélération haussière que l'on a eue durant ces 3 derniers mois, et c'était en même temps très important pour l'économie américaine d'avoir cette accélération haussière, chose qu'on a d'ailleurs clôturée, vous avez vu en weekly tout à l'heure, je vais remettre en weekly histoire que vous le voyez bien, mais on a clôturé au-dessus du niveau important que je vous disais, clôturé au-dessus de ce niveau-là, pour repartir à l'attaque de ce niveau ici, mais on est quand même encore relativement loin des 4636, donc il va falloir prendre son mal en patience, parce qu'on est quand même très très loin encore de l'ATH sur le SP500. En tout cas, ce qui est sûr et certain, c'est qu'on a une macroéconomie US qui reprend du poil de la bête, et les chiffres sont plutôt positifs pour plusieurs choses. C'est que, on a ici, quand on regarde, les obligations des bons au trésor américain à 10 ans qui ont cassé baissier, et donc on attendait cette rupture, là déjà depuis un certain temps, ça y est, on a clôturé la semaine en dessous de ce niveau de résistance très important, enfin niveau de support très important qui était niveau de résistance pendant longtemps, et on peut considérer ça comme étant un retour de confiance des investisseurs sur le marché américain, dans lequel on a le taux obligataire qui va chuter, qui va continuer certainement à chuter, le point important de rupture sera les 3,22, donc ça sous-entend aussi qu'on a une pression au niveau de l'économie américaine qui est en train de diminuer. Et pour aller plus loin dans le retour justement de la confiance, si on voit ici ce taux qui est la différence entre les 10 ans et les 2 ans, donc sous-entendu quelle est la probabilité qu'on ait une crise financière dans les 2 ans versus 10 ans, généralement les 10 ans est toujours mieux rémunéré que les 2 ans, et là, depuis déjà très longtemps, on est en dessous des zéros, et quand on passe en dessous des zéros, ça sous-entend qu'on a une inversion de la courbe. Une inversion de la courbe veut dire que, justement, c'est plus risqué dans les 2 ans, et on voit que, ça y est, on a bien la marque qui a été effectuée, dans laquelle on avait bien fait la rupture haussière déjà premier temps, retracement, et là actuellement on a bien une réaccélération haussière qui est liée sur l'ensemble des bonnes nouvelles sur le marché américain. Alors, est-ce que ça veut dire qu'on est sorti de la crise? Bon, personnellement je ne pense pas, je pense qu'on va avoir encore des répercussions pour plusieurs raisons. C'est comprenez bien que la Fed n'arrête pas de nous répéter qu'ils sont data dependent. Pas que la Fed, la BCE aussi, donc ça sous-entend qu'ils se basent sur les données pour pouvoir prendre des décisions, ok, mais ça ne veut pas dire qu'ils vont être ultra réactifs. Je pense que le pivot, plus l'économie se porte bien et l'inflation descend, plus les taux resteront hauts pendant un certain temps, et il est fort probable d'avoir ici un pricing qui est effectué sur la mise en place du pivot sur mai. On n'oublie pas qu'on a généralement 6 mois d'écart entre le moment de la news et le pricing du marché, et là ça correspondrait à ça. Et donc en l'occurrence, on pourrait ne pas avoir un pivot aussi rapide, et donc derrière une continuité, en tout cas un retest baissier sur assez court terme étant 6 mois, 9 mois, au niveau du marché SP500, parce que dans tous les cas, on est sur une phase d'accélération haussière, on a un très beau flux haussier, oui, mais en l'occurrence, on va toujours pas casser les niveaux plus hauts, et c'est porté majoritairement par le Nasdaq, et les 20 plus grosses valeurs, et notamment qui sont portées par la tech, avec le narratif de l'intelligence artificielle qui pousse à la hausse, qui est plutôt positif. Si on n'avait pas eu ça, je pense qu'on n'aurait pas eu cette accélération haussière, on serait peut-être même très très bas. Là en l'occurrence, c'est ce qui redonne du peps, et c'est ce qui redonne l'accélération haussière, mais que se passera-t-il lorsque on commencera à s'essouffler un petit peu? C'est ce qu'il va falloir
surveiller dans ces différents moments. L'US Oil, ce qui va être intéressant de voir, c'est que on est toujours dans cette zone là, intéressant des 75, donc on n'oublie pas qu'on est dans une partie de ranging, donc je pense qu'il va falloir être patient tant qu'on reste dans cette partie-là et qu'on ne va pas aller chercher des niveaux très très hauts au-dessus des 90$. L'inflation restera justement contrôlée, donc ça sous-entend qu'on aura une période où on aura une décontraction des taux, en tout cas à travers obligataire, à travers la diminution des bons au trésor américain, plus derrière une inflation qui sera contrôlée, donc on aura un setup qui sera plutôt positif. La question va être, est-ce que la Fed et la BCE vont maintenir longtemps leur taux pour être sûr que l'inflation est contrôlée et ne pas faire les erreurs qui s'est passées par le passé? Le fait d'être data dependent ne veut pas dire qu'ils seront réactifs. Ils peuvent rester très longtemps à ces niveaux élevés, comme l'a indiqué un petit peu Christine Lagarde lors de son dernier discours à la BCE. Donc, pour moi, il faut rester quand même relativement prudent. On profite de ce flux haussier, ça fait du bien, c'est agréable, on sait que c'est positif, on en profite, mais on sait aussi qu'il y a un risque, en effet, d'avoir une forme de cool-off. Il faut juste être préparé à cette possibilité-là, surtout quand on arrivera dans des zones clés de résistance forte, avec les 4650, bien que je pense qu'on ira chercher ce top-là, et qu'on ira peut-être même retravailler un petit peu plus haut les 4700, voire à ce moment-là où on sera sur le SP500 et l'ensemble des nouvelles structurelles que l'on aura aussi au niveau de l'économie américaine. Le dernier point qui est important à soulever, c'est que historiquement, on a toujours eu la déclaration des récessions au moment où on repassait au niveau de 0 sur la courbe d'inversion, d'accord? Ça n'a jamais été positif d'être inversé, mais c'est pas là où il y a la récession, c'est lorsqu'on repasse à 0 et qu'on consolide au-dessus, c'est là où on a en fait le signal de la récession, et en tout cas la déclaration de récession, avec généralement un retard de la Fed et des différentes institutions bancaires pour justement descendre les taux, et c'est là où on aurait justement la mise en place d'une récession, la mise en place du pivot, et donc si on a une récession pour avoir un pivot, ça sous-entend aussi qu'on est bien dans le rouge au niveau des actions, et en tout cas une forme catastrophique de gestion dans lequel on va se retrouver avec une augmentation du chômage, avec derrière des actions qui vont baisser, un pricing power qui est déjà très bas, et donc on aura la mise en place d'une déclaration de récession, etc., etc. Donc il faut faire juste très attention à ces zéros. Ce n'est pas parce que le passé nous a dit que systématiquement quand on passe à zéro, on a une récession que ça va se dérouler, parce qu'on a des schémas qui sont différents, on a un narratif qui est différent, on a une tech qui est différente, donc on pourrait avoir très bien, hop, une structure haussière et repartir à la hausse, et ne jamais avoir de récession. Il faut juste être préparé aux deux cas, c'est toujours le plus important. C'est de ne pas essayer de deviner l'avenir, mais surtout de se préparer aux différentes possibilités qui pourraient arriver, c'est principalement ça. Concrètement, ça veut dire quoi sur le BTC? Bon, sur le BTC déjà, on a eu une semaine clôturée sur le CME qui est positif, hein. Vraiment là-dessus, on n'est pas du tout resté dans une bougie d'incertitude, on marque toujours la progression haussière, et ce qui est vraiment positif, donc on a vraiment ce flux haussier, bien qu'il a été démarré, selon moi, pour des mauvaises raisons, néanmoins qu'il est bien présent, et on en profite, c'est le plus important. On a les targets qui sont toujours présentes entre 1 et 1,1, qui sont entre 41 270 43 000 pour le CME, qui serait plutôt positif, et on a une target assez haute, hein, qui est le 1,618, qui irait chercher toute la zone avant Terra Luna, dans lequel on irait chercher toutes les liquidités, et ensuite on se statuerait, est-ce que oui ou non on se dirigerait plus haut ou plus bas. L'important à comprendre, et la question que vous devez vous poser systématiquement, c'est que le mouvement, clairement, a été effectué à travers les rumeurs d'annonces de l'ETF, dans lequel on a eu une bougie qui a été ravalée instantanément, mais on a eu un plus 10% et un moins 10% quasiment instantanément. Suite à ça, on a eu un ensemble de nouvelles de BlackRock et de la validation potentielle des ETF spot, donc on a eu, à travers la rumeur, la preuve qu'il y allait avoir une valorisation haussière, et ensuite on attise la rumeur en disant, de toute façon ça va arriver. Oui, on le sait que ça va arriver, la question du quand, enfin c'est juste une question du quand, ce n'est pas la question de est-ce que ça va être validé ou non, on le sait que ça va être validé, la question est plutôt quand. On est en train de se diriger doucement vers Q1 2024, hein, je pense que c'est vraiment la date qu'il va falloir se garder, et la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que ici on est vraiment dans un buy the rumor, sell the news, sous-entendu à partir du moment où c'est validé, on aura une prise de profit massive, et donc un sell-off qui pourrait avoir lieu pour retester des zones en fait techniques fortes, ou est-ce qu'on aura un afflux immense de liquidités de BlackRock qui seront mises en place. À savoir que le pré-funding a déjà été effectué, et généralement un pré-funding d'ETF de ce style-là se fait toujours en OTC, sous-entendu pas sur les marchés, avec des prix privilégiés, et comprenez bien
que BlackRock n'a pas intérêt à acheter de l'ETF, enfin du BTC, il va acheter du BTC pour ses clients. Si personne en veut, personne ne s'expose, à ce moment-là, il n'y aura pas d'achat de BTC. Il faut bien comprendre la corrélation entre les deux. Par contre, BlackRock et Fidelity achètent et investissent dans le BTC à travers les entreprises minières et non pas les entreprises, enfin le BTC en lui-même, d'accord? Ils achètent les entreprises, des parts dans les entreprises qui produisent du BTC et non pas le BTC en lui-même. Donc c'est deux choses qui sont séparées, mais en l'occurrence, on pourrait avoir un inflow qui pourrait avoir lieu, mais peut-être pas un inflow qui se ferait du jour au lendemain à partir du moment où c'est validé. Il faut juste le prendre en considération par rapport à vos expectatives sur la progression et l'arrivée de l'ETF. En tout cas, ce qui est sûr et certain, c'est que quand on regarde techniquement pur avec ici une gestion du volume, donc là on a une vision en daily sur le total market cap, donc qui représente la totalité des mouvements du BTC incluant les week-ends, dans lequel on a ici une zone de résistance qui est vraiment très forte, hein. Clairement c'est les 25 000, on le voit bien, et on voit que sur la totalité du mouvement, parce que là ça prend en compte, on va bien se mettre là pour refaire bien, quand on voit bien le mouvement, donc ça prend vraiment l'ensemble du mouvement, le volume total qui a été tradé a été beaucoup plus ici dans cette période de ranging, qui est plutôt classique, phase d'accélération, deuxième période de ranging, pareil on retrouve du volume, mais ce qui est intéressant de voir c'est que lorsqu'on arrive dans les zones des 25, on n'a plus aucun volume. Ça veut dire quoi? Ça veut dire concrètement que ici, systématiquement, ça a été racheté très très fort, avec très peu de volume, par très peu de personnes, d'accord? Donc ça veut dire que ici, systématiquement, il y a eu très peu de volume échangé, et à chaque fois les accélérations haussières ont été soit portées, parce que là je suis sur un marché spot, soit portées par du perpétuel, soit derrière, juste par quelques personnes qui ont déclenché les flux haussiers avant d'avoir l'accélération. Et ce qui est intéressant aussi de voir, c'est que quand on commence à zoomer et à retirer en fait la partie baissière, on regarde juste la partie de zoning et la partie d'accélération, on a encore une fois un même marché, d'accord? On voit bien que, pareil, on a toujours ici ce creux-là, on voit qu'on a un autre creux à 18 000 qui a été formé, ça on les a notés, ce sont les zones importantes de rechargement, si jamais on a quelque chose de catastrophique, bien que je pense que passer sous la zone des 25 est quand même très très peu probable, voire même quasiment impossible, sans vraiment gros crack que l'on pourra avoir, donc je les garde toujours en tête parce qu'il faut être préparé à avoir tort quoi qu'il arrive, mais ça n'empêche que la zone des 25 est vraiment une zone intéressante et importante. Ok, est-ce qu'on a une autre zone? On la voit bien ici, c'est la zone des 32 où il n'y a aucun flux pareil. On voit qu'on est en train de restructurer du flux au-dessus, du volume, mais la zone des 32 est totalement vide. Pareil, on va continuer à zoomer et se rapprocher pour voir est-ce que le volume change dans ces parties-là. On va garder juste la période de ranging, où on voit bien le volume de ranging très fort, toujours la zone de 25 notée, et la zone de 32 qui est totalement vide, d'accord? Ce qui sous-entend ici qu'on a vraiment deux zones à noter. La zone des 32-33, d'accord? 31-33 plutôt, pour être précis, avec une partie basse qui serait plus les 31 à viser, et la zone des 25 qui sont toujours bien présentes, avec derrière des zones à retravailler en termes de volume, dans lequel il n'y a eu aucun volume. Et ce qui est logique, quand on voit une bougie comme ça sous-entend que là, on a vraiment de l'imbalance. Imbalance veut dire principalement un mouvement haussier très fort dans lequel on n'a eu aucune résistance de marché, aucune zone d'échange du marché, ça sous-entend aussi que c'est une zone à faible volatilité et donc à faible résistance si jamais le marché revient. Néanmoins, on parle de retracement. Oui, mais c'est une vision qui est encore une fois très long terme, d'accord? Dans une dynamique avec la mise en place de halving, une fractalité classique dans laquelle on a une valorisation, puis une respiration, puis après une valorisation, une fois que le halving est passé, pour préparer un bull run plus tard. En mettant en considération que je suis biaisé par le fait que je suis persuadé depuis un certain temps, notamment par la mise en place ici de cette accélération haussière qui a été sur cette fausse nouvelle qui a disparu par la suite de validation de l'ETF. Pour moi, ça ressemble beaucoup trop à une manipulation pour être un mouvement sain. Et donc ça sous-entend que je considère qu'on est dans un buy the rumor, sell the news. La question du sell-off du news dépendra de jusqu'où on va s'arrêter. Mais ça n'empêche que court terme et moyen terme, nous sommes dans un flux haussier. Je ne cherche pas, mais certainement pas, à shorter ce marché-là. Pour plusieurs raisons, on ira les voir tout à l'heure au niveau de l'open interest, mais je cherche à accompagner ce mouvement haussier. Je cherche juste derrière à sensibiliser les personnes qui sont en mode FOMO en disant que c'est le bull run, qu'on va faire un nouvel ATH d'ici la fin de l'année, ceux qui le disaient déjà en octobre, que ça allait être d'ici la fin de l'année, et voire même peut-être Q1 2024, c'est qu'il faut être juste préparé à la possibilité d'avoir un retracement
accompagner le flux tant que c'est possible, d'accord? On est en train de travailler à la hausse, donc on travaille à la hausse, on ne travaille pas du tout les shorts, et même lorsqu'on aura un retracement, ce n'est pas dit que je rentre en short, c'est juste que je serai préparé sur des zones de retracement pour renforcer des longs existants que j'ai déjà travaillé dans cette période-là. Et pareil, si on retourne ici, j'achèterai, 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 d'accord? C'est juste être préparé à toutes ces possibilités pour pouvoir avoir une vision. Encore une fois, c'est avoir une multi-time frame. Sur le long terme, très long terme, quand je dézoome totalement, je suis bull. Quand je suis ici dans cette partie-là, je considère que là, j'ai une possibilité de retracement avec ici impulsion baissière, retracement, retest pour repartir, d'accord? Vague 1, vague 2, héliotis pour préparer une grande vague 3. Donc là, je me considère dans un flux haussier court terme, moyen terme aussi, mais juste je considère que potentiellement dans l'avenir, dans les 6 prochains mois, on pourra avoir une forme de retracement, 3 à 6 prochains mois, et c'est là où il faudra être présent et ne pas céder à la panique, qui aura certainement une panique ambiante, un classique, lorsque l'on aura un sell-off, ceux qui sont pas préparés et ceux qui ont acheté ici, dans cette partie haussière, voire même 42 000, voire même 50 000, en fonction de là où on va s'arrêter, tout simplement, les personnes seront en négatif et on aura tout simplement un gros sell-off, les personnes capituleront directement parce qu'ils pensaient que ça allait directement FOMO et ne sont pas préparés psychologiquement à voir leur portefeuille divisé par 2, ne serait-ce que temporairement durant cette partie de retracement, et c'est pour ça qu'il faut se préparer toujours psychologiquement à toutes les éventualités, c'est le plus important. Court terme, vraiment court terme, ce qui est intéressant de noter, c'est qu'on a plusieurs petites choses, c'est qu'on a bien la target 1 qui a été touchée, target de cette accélération haussière, retracement, et si on regarde cette accélération haussière et retracement, notre target que l'on pourrait se fixer court terme, c'est la rupture des 39 000 qui tient vraiment bien, qui est vraiment défendu, et on va le voir assez rapidement au niveau des liquidités, que les 39 000 sont vraiment un bloc ici. C'est pour moi l'ancien 38 000, c'est les 39 000 maintenant, et on avance en fait petit à petit, et la question qu'il faut toujours se poser, c'est est-ce que c'est un mouvement qui est spot, ou est-ce que c'est un mouvement qui est perpétuel. Perpétuel sous-entendu un mouvement futur dans lequel on a la capacité de déplacer des capitaux très facilement avec du levier, et dans lequel, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'en effet, quand on regarde les CVD, on a un marché très agressif qui va être perpétuel versus un marché spot, donc le mouvement est majoritairement aussi à travers ici du perpétuel, et on le voit aussi au niveau des clusters de liquidation. D'accord, quand on a des clusters de liquidation qui sont aussi proches, ça sous-entend que ce sont des hauts leviers. Et systématiquement, c'est ce qui risque d'être chassé. Néanmoins, on voit qu'on continue toujours à grinder à la hausse, peu importe en fait la capacité des leviers, donc il faut pas chercher à aller chercher la liquidité basse, il faut pas chercher à shorter ce marché, juste à réfléchir jusqu'où on peut monter, jusqu'où on pourra retracer pour récupérer une nouvelle entrée et renforcer la position haussière et le long qu'on traîne déjà depuis un certain temps. C'est ce qu'il faut chercher, c'est ce qu'il faut aller construire, d'accord? Ne pas chercher un reversal. Le reversal, on le verra lorsqu'on aura des ruptures de clés de break of structure, d'accord? On n'oublie pas, c'est même si des fois je parle souvent d'avoir des retracements, c'est une vision qui va être moyen long terme pour pouvoir me repositionner en long, mais ça ne veut pas dire que je vais faire du short. Attention là-dessus, faites toujours très attention. Alors, au niveau de l'open interest, très intéressant aussi, c'est qu'on a une augmentation des leviers, donc qui confirme la vision qu'on a sur Kingfisher et la vision qu'on a dans le général du mouvement. C'est un mouvement qui est porté sur du perpétuel, on n'a pas d'inflow clairement, et on voit que c'est bien perpétuel ici, perpétuel là, et on voit que c'est porté par du funding rate, donc sous-entendu du levier, et que majoritairement les personnes sont en levier. Et ça se voit aussi sur votre exchange, par exemple sur ZoomX, c'est l'exchange que j'utilise, notamment qui est non KYC, dans lequel on a quand même pas mal de liquidités, et surtout depuis qu'il y a eu l'annonce de Bybit, j'ai transféré quand même pas mal de choses sur ZoomX pour pouvoir en profiter, à savoir que je vous ai fait une vidéo tuto il y a pas si longtemps que ça, je vous l'ai mis en description si jamais ça vous intéresse. Vous le retrouverez ici, le funding rate, qui est bien présent et qui représente en fait ce qui est prélevé à ceux qui sont en longue et qui sont donnés aux shorters. Ça sous-entend quoi? Ça sous-entend que toutes les 8 heures, il va avoir un coût qui va être impacté dans les personnes qui sont longues, donc ça veut dire que ça vous coûte de l'argent quand vous êtes à levier pour tenir votre position, et toutes les 8 heures, en fait, vous êtes ponctionné. Ça sous-entend que quand on a un mouvement qui est à levier, c'est pas un mouvement qui peut tenir longtemps, ou en tout cas aussi longtemps qu'on le souhaiterait. Bien que là le funding rate par exemple sur ZoomX est relativement faible, tant qu'on n'est pas dans les 0,1 ou 0,001, c'est tenable, d'accord? Ça peut dire que ça peut tenir relativement longtemps. Par contre, quand on prend un exemple comme on a pu connaître sur le short agressif sur Tron et donc TRX, à l'époque, pour rappel, on était à 0,3, 0,4 en funding rate négatif, d'accord? Parce que justement, Justinson avait retiré la liquidité de la marketplace, et dans lequel, à ce moment-là, le funding rate avait monté très fort. Donc, c'est-à-dire que les personnes
perdaient énormément d'argent à maintenir leur position et étaient enclins justement à clôturer leur position. Et donc quand on clôture une position, par exemple short, ça veut dire que c'est un achat, et pareil, si on clôture une position qui est longue, ça veut dire que je vais vendre ma position, et donc je peux avoir un sell-off. Donc il faut juste faire attention à ça, surveiller le funding rate, parce que le funding rate va vous dire à quel point ça coûte cher de tenir une position, à quel point les personnes sont exposées, et quand on voit des zones qui arrivent sur des niveaux assez élevés, ça sous-entend qu'on va avoir un funding rate qui va être élevé, donc les personnes, ça leur coûtera énormément pour rester en position. Et c'est des éléments comme ça qui me font dire que, pour moi, on est toujours dans cette dynamique de buy the rumor, sell the news, et il faudra juste se préparer au mouvement de la validation de l'ETF BTC et ne pas FOMO. De toute façon, en tous les cas, vous avez eu le temps de vous préparer. Tous ceux qui sont là depuis un certain temps, vous avez largement le temps de vous préparer, vous avez largement eu le temps de recharger durant toute cette période-là, hein. Je continue à dézoomer, peu importe à quel moment vous êtes arrivé, ici c'était un très bon prix, ici c'était un très bon prix, ici aussi, et ici, si vous n'êtes pas exposé, c'est un très bon prix aussi, d'accord? Il n'y a aucune raison de ne pas réfléchir, il faut juste considérer quelque chose d'important, c'est que oui, si jamais on a un sell-off, il faut être prêt à accepter que le BTC retourne à 32 000, qu'il retourne à 25 000, retourner à 18 000, et surtout ne pas croire les personnes qui, dans leur boule de cristal, que ce soit en commentaire ou ailleurs, vous disent « Non mais c'est avec certitude, on ira en bas ou on ira en haut ». Ça n'importe pas, les certitudes, ça n'a pas sa place dans un marché, il faut juste avoir un risk management et gérer votre risque le mieux possible et être préparé à toutes les éventualités. Si jamais on vous dit « Non mais de toute façon, vous allez louper le train », on essaie de vous créer un FOMO, ne vous laissez pas manipuler, soyez juste préparé à l'éventualité d'une accélération haussière et d'un ATH, pourquoi pas, comme éventuellement à une cassure baissière et un retest des zones baissières. Il faut être préparé aux deux, et c'est là où en fait vous allez faire de l'argent, et c'est là où vous allez être rentable, c'est en étant préparé à toutes les éventualités, et en n'ayant pas justement uniquement un seul scénario.